Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode d'Ultra Mental, le premier podcast entièrement dédié à la préparation mentale dans l'univers du trail running. Je m'appelle Pierre Joly, je suis préparateur mental et j'accompagne les sportifs, les entrepreneurs, les dirigeants et plus largement toutes les personnes qui souhaitent maximiser leur performance et exploiter leur plein potentiel. Chaque semaine, je vous invite à partager un moment unique avec des experts, des préparateurs mentaux, des athlètes, mais aussi des passionnés comme vous et moi. Bref, que vous soyez coureur amateur ou ultra-trailer aguerri, vous êtes au bon endroit pour commencer à cultiver un mental d'acier. Alors bonne écoute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Augustin Kérardi. Alors Augustin est un athlète professionnel tout récemment, j'ai envie de dire, tu vas nous expliquer ça. Et tu es dans le team Scott, donc je te laisse te présenter un petit peu et nous expliquer comment t'en es arrivé au trail. Yes, salut Pierre, merci de m'accueillir dans ton podcast. Ouais, moi du coup, Augustin Kerardi, j'ai 22 ans. J'ai commencé le trail il y a 2 ans et demi maintenant, un peu sérieusement. Ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. Et oui, je fais du trail à haut niveau. Je suis pas encore, je me dis pas encore que je suis professionnel parce que j'en vis pas. La barrière est un peu fine, mais ouais, plus semi-pro parce que enfin, je peux pas en vivre. Je gagne pas ma vie entièrement par ça. Donc j'ai un travail à côté. Et puis on en reparlera après, mais ça fait partie de mon équilibre. Donc j'aime bien cette idée-là aussi. Et je fais partie du Team Scott du coup depuis janvier 2025 pour les 2 prochaines années. Voilà, dans le Team Scott Espoir. Ok, Voilà. comment t'as fait pour rentrer dans le team? Enfin, par connaissance ou par un Euh, gros résultat? non, j'ai fait une grosse saison 2024 avec beaucoup de résultats, notamment, enfin, pas mal de victoires. Pas sur les plus grosses courses sur le circuit, mais beaucoup de victoires. J'avais 21 ans, donc je pense que j'ai attiré un peu l'œil. Et j'ai été en contact avec Benjamin Molins, qui était l'ancien team manager du Team Scott, donc qui m'a fait rentrer là-bas. On était en discussion tout l'été, et puis du coup, je suis rentré là-bas en janvier, parce qu'il y avait quelques départs. Et puis voilà, c'est un team qui me correspond bien, parce que je suis assez attaché à l'humain. Et j'ai vraiment senti une bonne. C'était dans ma to-do list des teams qui me donnaient vraiment envie, donc ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir intégrer cette team-là. Bah, ouais, surtout que je reviens sur ton recrutement, entre guillemets. Tu dis, ça fait 2 ans et demi que tu as commencé le trail. Tu cotes plus ou moins à 850. Ouais, pas loin, ouais. Ça Enfin, j'aimerais bien. dépend, ça dépend de la cote. Enfin bon, bref, on s'y attache, mais on n'y met pas toute l'importance quand même. Mais Ouais. voilà, tu peux coter plus, tu peux coter moins, mais aujourd'hui, tu tournes autour de 850. Après 2 ans de trail, c'est pas vilain. Mais c'est quoi ton passif sportif? Ouais, j'ai un passif de tennisman. J'ai fait 8 ans de tennis en compète. J'adorais ça, mais j'ai toujours vraiment aimé tous les sports. Je faisais beaucoup de rugby à l'école, du foot, du basket. Dès que je commençais un nouveau sport, j'aimais trop ça et j'avais la chance de pas être mauvais, donc ça me challengeait d'autant plus. Et puis j'ai toujours eu l'esprit un peu compète, donc ça m'a beaucoup fait grandir, je pense, cet esprit que j'avais de vouloir toucher à tout, de pas être mauvais dans les sports que je faisais. Et donc 8 ans de tennis, un peu de course à pied avec mon grand frère notamment, avec qui j'ai fait mon premier semi au nom de ma mère, parce que j'avais pas l'âge de faire le semi de Paris. C'est pas Voilà. bien ça. Ouais. Mais ça me permettait de mettre un petit pied à l'étrier. Après, un autre semi, mais à chaque fois que j'y allais, je courais 3, 4 fois avant pour m'entraîner. Et puis ça se passait. Le chrono était pas dégueu, je finissais en Y, mais ça se passait bien et ça m'a donné envie de continuer. Et voilà le passif de sportif que j'ai. Et Ok. j'ai grandi à la campagne et donc j'ai passé mes week-ends avec mes potes dans les bois à construire des cabanes ou à faire des airsoft, des trucs comme ça. Et ça, mine de rien, je pense que ça m'a laissé quelques traces qui me servent aujourd'hui. Oui, bah écoute, c'est sûr que bah, tu dois certainement avoir quelques prédispositions génétiques assez notables hein, pour, voilà, en général, même si on avait eu un passif de sport, une cote à 850, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais tu commences à toucher l'élite, en tout cas française, qui va aller jouer sur des podiums, et sachant que l'élite française représente plus ou moins l'élite mondiale, Ouais. ça place un petit peu la chose. Qu'est-ce qui t'a amené vers le trail ou vers la course à pied?
Parce qu'on est Bah, vraiment dans euh, deux mondes différents. Le tennis, on est vraiment dans un sport de confrontation où on doit battre ouais, l'autre. Sachant que bah, la course à pied, on doit d'abord, bah, c'est mieux dans ce sens, on doit d'abord courir pour soi et ensuite, si ça marche, on voit ce que ça donne avec les autres. Mais ouais, c'est complètement différent. carrément. C'est venu un peu par hasard. J'ai vu une affiche dans mon village qui organisait un trail. Enfin, j'ai grandi en Picardie, dans un petit village. Je pense qu'on doit être 600, quoi. Je me suis dit, allez, go, j'essaye de m'inscrire. C'était un 14 km avec genre 200 de D+, donc c'était pas grand-chose. Et j'y suis allé, j'ai fini quatrième en partant beaucoup trop vite, en me faisant rattraper par des mecs qui étaient beaucoup plus expérimentés. Et ça m'a beaucoup plu. Et le truc qui m'a vraiment le plus plu, et c'est ce que je dis beaucoup, mais c'est vraiment l'ambiance d'après-course, de boire une bière avec les gars, de débriefer un peu la course. Tout le monde était hyper bienveillant, il n'y avait pas du tout cet esprit que j'aime faire des ennemis, mais qu'on peut peut-être retrouver un peu plus sur la route, où c'est vraiment un peu plus, on est les yeux rivés sur la montre, on se concentre que sur le chrono. Là, en fait, effectivement, comme tu le disais, c'est d'abord le défi de finir la course, même un 14 km avec 200 de D+, en fait, tu peux te faire une cheville, tu peux faire des trucs. Avant de faire la compète contre les autres, tu fais d'abord la compète contre toi. Et Et oui, ça, c'est une autre approche, ouais. ouais, carrément. Et ça m'a beaucoup, beaucoup plu. Et depuis, j'avoue, c'était du jour au lendemain, quoi. Je me suis mis dans un tunnel, je me suis mis à m'entraîner à fond. J'étais en études à Angers à ce moment-là. Ouais, je me suis mis à beaucoup courir. Tout l'été, j'avais passé mon été à courir, à faire des semaines, genre à 170 bornes. Ah oui. Je me suis mis en Suisse à ce moment-là, mais j'avais des douleurs partout, tu vois. C'était pas du tout. Enfin, c'est les erreurs que tout le monde fait. Ouais, alors d'aller à 170 bornes, on aimerait peut-être bien y aller, mais Oui. en général, on pète avant, hein. On pète à Ouais. 80 ou 60. Moi, j'ai eu la chance que, effectivement, j'ai eu toujours des petites blessures, jamais de grosses blessures. Ouais. Et après, on va en discuter, je pense, mais je me suis très vite bien entouré, enfin, entouré, et donc ça m'a beaucoup aidé. Donc, mais je me suis mis sur le tard, et puis d'un coup, ça m'a pris, et puis ouais, l'ambiance. Et puis moi, il y a aussi vraiment le côté compète, effectivement. Je pense que bon, je m'entraîne beaucoup pour être le meilleur, mais je n'ai pas été mauvais au début. Enfin, j'ai pu jouer devant sur les petites courses de village que je faisais, donc ça me motive forcément, et moi, c'est un truc qui me galvanise beaucoup. Yes, mais bah, justement, t'as commencé un petit peu à en parler. Ce que je trouve hyper intéressant avec ton profil, alors on a été mis en contact par ton préparateur mental, Pierre Cochat, que j'ai reçu dans le podcast également et que je vais encore recevoir parce que c'était très intéressant et il a beaucoup de choses à dire. Euh, du coup, on a été mis en relation par Pierre et ce que je trouvais intéressant, c'était ton âge. En fait, bah, t'as 21 ans, 22 ans? 22, ouais. Tu as 22 ans, tu commences une carrière de haut niveau, en tout cas c'est ce que tu souhaites et c'est ce que tu mets en place. Et contrairement à ce on peut voir, je pense, jusqu'à aujourd'hui, où l'athlète commence à s'intéresser à la prépa mentale sur le tard, peut-être quand il commence à penser à sa reconversion ou quand il a poussé tous les autres curseurs et qu'il se dit, bon, pourquoi pas aller chercher de ce côté-là, voilà. Toi, c'est dès le départ. Tu fais cette démarche très jeune. Explique-nous un petit peu comment ça t'est venu cette idée. Mm. Bah, c'est venu par mon ancien team qui était basé à Paris. Mais la manageuse du team connaissait Pierre. Et j'ai rencontré Pierre et c'est vrai que le courant est hyper bien passé. Et, par la chance que j'ai pu avoir de faire les premières séances grâce à mon ancien team, j'ai rencontré Pierre et c'est là que tout est parti. Donc c'est un peu la providence parce que j'avais pas prévu de faire la démarche d'aller voir un préparateur mental. Mais je Ok. crois beaucoup à la providence et du coup Pierre est venu sur ma route à ce moment-là et je me suis dit je suis sorti de son bureau la première fois, je me suis dit mais c'est trop bien. Enfin, c'est un truc hyper important à garder, même si je suis jeune, qu'il y a plein d'autres curseurs à pousser. Ça, c'est un truc, en tout cas, moi, dans ma personnalité, j'en ai vraiment besoin. Et c'est pour ça, après, que j'ai voulu continuer le voir enfin, c'était ma volonté, quoi. Ok. Comment tu m'as dit c'est une dame, ta manager de team. Oui, ouais. Comment elle t'a amené la chose?
Elle m'a mis la chose, c'est que Pierre, c'était dans un magasin de course à pied, je travaillais dans ce magasin-là, et Pierre est venu dans la boutique euh, pour, je sais plus quoi, acheter des chaussures, je pense. Et donc, voilà, et puis moi, j'ai dit du coup à l'ancienne manager, ça me ferait plaisir de me faire accompagner. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup. Et donc, c'est à ce moment-là qu'elle a demandé à Pierre, est-ce que tu voudrais accompagner le team? On est une team, c'était un team d'une douzaine d'athlètes. Ok, Donc, d'accord. Parce que tu vois, c'est une question que je me pose. C'est pas facile quand tu es coach d'un team, peu importe lequel, sous quel angle tu abordes ça avec ton athlète. Tu vois, tu vas pas aller le voir en lui disant bon, écoute, toi, t'es bon physiologiquement, mais t'as un mental de chips, va voir un préparateur mental. Et ah du coup, bah, l'approche est c'est très personnel, c'est ouais. psychologique, quoi. Ouais, c'est très personnel et moi, c'était vraiment de ma volonté. Enfin, c'est moi qui suis allé, tu vois, Ouais, c'est de mon ça. progrès. On a fait des séances en groupe. Je sais que dans le groupe qui était exclusivement de gars à l'époque, il y en a qui ont apprécié, d'autres qui ont moins apprécié. On en a parlé la dernière fois ensemble, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout ouverts à ça parce qu'ils n'en ressentent pas le besoin. Moi, c'était vraiment un besoin que je ressentais et c'est moi qui ai fait la démarche. Euh, enfin, j'ai pas été, effectivement, on m'a pas imposé ça en mode, il faut que tu fasses de la préparation mentale si tu veux être bon. C'était vraiment de mon plein gré. Ouais, c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien, je pense aussi, parce que on te l'a pas imposé. Mais, et comme tu disais aussi, ça dépend des sensibilités de chacun. Il faut un peu un élément déclencheur, en tout cas quand on est plus âgé, qu'on a peut-être plus d'expérience, je pense effectivement qu'il faut un gros truc pour peut-être se dire effectivement j'ai besoin de ça. En fait, un gars chez qui ça a toujours marché, il y en a plein, mais sur le circuit, je pense qu'il se questionne pas jusqu'au jour où il commence à vieillir, mentalement ça commence à être dur, tu te questionnes un peu sur la suite et tout. Parce que moi, je suis persuadé que la prépa mentale, c'est très bien pour l'instant T de la course, sur des courses de 20 bornes à 100 miles, mais aussi pour tout l'à côté de ta vie d'athlète, de ton équilibre que tu as besoin de trouver. Je pense que c'est vraiment, vraiment pas que. Enfin, je dirais même que c'est minime, en fait, la visualisation que tu fais de ton parcours. Ouais, complètement, complètement. Mais là, on rentre un petit peu. C'est pour ça que tout le monde n'est pas, comment dire, sensible à ça, parce qu'on va un petit peu rentrer dans le côté métaphysique de la chose, c'est-à-dire, tu dis un athlète, ça va pas te servir qu'à ta course, tu vas voir dans ta vie de tous les jours, machin. Et c'est vrai qu'on entend des athlètes pas vouloir s'y intéresser parce que ils ont la vision de ça de l'angle trop psychologique. Genre Mm. psychanalytique. J'ai pas envie de faire une psychanalyse. Moi, je fais du sport. J'ai pas besoin. Je suis pas faible. Et c'est vrai que ça aussi, ça va revenir aussi pas mal euh, comme écueil. Moi, j'ai un mental solide, quoi. Je m'entraîne comme une bête. J'ai pas besoin de ça. J'ai un mental solide. En fait, surtout dans notre sport, j'ai envie de dire, où c'est un sport qui, sur un ultra, tu as un peu l'instinct animal qui revient, quoi. Tu vois, t'es un guerrier, effectivement, on s'entraîne très dur. Voilà, après, on kiffe tous beaucoup ce qu'on fait. Mais effectivement, il y a ce côté, je l'entends notamment beaucoup chez les gars. Euh, bah non, moi, j'ai pas besoin, en fait, ça me sert à rien un peu. Effectivement, moi, enfin, je suis pas fragile dans la tête, quoi. Alors qu'en vrai, je pense que, effectivement, on a à des degrés différents, mais je pense qu'on a tous besoin de ça pour notre équilibre, pour pendant les courses. Il y a quand même une grosse part de mental qui se joue, même si on s'entraîne 20 heures par semaine. À un Oui, moment, et le cerveau. fragile, c'est marrant hein, ce que tu dis, je suis pas fragile dans la tête parce que ça dépend ce qu'on appelle être fragile. Moi, je pars du principe que quand on part trois fois trop vite sur un départ et qu'on grille toutes ses cartouches pour la suite de la course et qu'il reste 80 bornes à faire, bon, ça marche aussi sur des trails de 20 km. Si on part sur son allure de VMA alors qu'il reste un semi-marathon à faire, on a grillé ses cartouches pareil. Donc, c'est ce que j'appellerais être, entre guillemets, fragile, du coup, mentalement, parce que tu t'es pas contrôlé, tout simplement. Et ça dépend où est-ce qu'on place la fragilité, quoi. C'est ça qui est C'est rigolo. vrai qu'il y en a beaucoup sur le circuit qui sont très costauds. Tu te dis, en les regardant courir, ils courraient avec leur cerveau, ils seraient vraiment, vraiment plus forts. Donc c'est vrai qu'il y a plein de. Mais c'est pour ça que c'est trop intéressant, je trouve, en fait. Il y a plein de curseurs à aller ajuster pour être le plus performant, quoi. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment ont réagi tes compagnons de team
alors plutôt de l'ancienne team, parce que je sais pas si tu connais ceux de la nouvelle, mais peu importe, sur le fait que toi, tu sois accompagné sur le plan mental et que t'en parles ouvertement, quoi, que tu sois complètement à Ouais. l'aise avec ça, quoi. Là, on en parle assez librement, enfin, avec les copains que je me suis fait là-bas. On peut encore en parler même aujourd'hui quand on s'entraîne ensemble, tu vois. Pour le coup, c'est hyper. Moi, je leur ai toujours dit que ça m'apportait beaucoup, que ça me faisait beaucoup de bien. Et eux, très librement, pour ceux à qui ça plaît, le disent aussi. Voilà, ça me fait du bien, mais je ressens pas le besoin plus poussé de voir un préparateur mental régulièrement. Ça me fait du bien, les séances collectives, de pouvoir échanger. Mais ils sont pas du tout dans le jugement et je pense que, en fait, tu mets quand même une petite graine, tu vois, en eux avec tous les gens avec qui tu en parles. Et je pense que, tu vois, par exemple, le podcast, c'est une super idée et c'est trop bien parce que ça met en lumière ça. Et en fait, il y a plein de gars, je pense, par curiosité, qui sont pas du tout à l'écoute de ça, qui vont l'écouter. Et amateurs comme professionnels vont se dire, ah bah, tu vois, en y réfléchissant, ça va faire germer une petite graine et peut-être qu'au fil du temps, ils vont se dire, ah bah, j'en ai peut-être besoin. Ah bah, écoute, déjà, je te remercie pour le compliment, mais ouais, c'était tout l'objet, bah, quand je t'avais parlé en off du podcast, c'était mettre la lumière sur une pratique que je trouve vraiment essentielle. Moi aussi, je pense comme toi sur ce sujet, et complètement méconnue en fait. Et c'est moi le côté méconnaissance des choses qui m'a donné envie de faire ça, en plus de ma formation de prépa mentale que je suis en train de suivre, c'est de dire voilà ce que ça apporte et de donner la voix à toutes les personnes qui vont graviter dans le monde du sport performance et plus particulièrement course à pied trail. Donc, bah, toi, des athlètes, j'ai reçu Eric Lavry, c'est un athlète qui a 45 ans et qui a une carrière derrière lui gigantesque. Donc, lui, il a une autre vision de ça. Toi, tu es tout jeune, tu débarques et toi, tu décides d'intégrer ça dans ta vie d'athlète dès le départ. C'est voilà, c'est aussi excellent. La vision d'un préparateur mental comme Pierre Cochat qui te suit, qui a aussi un passif assez impressionnant, qui accompagne les athlètes de l'INSEP. Et je vais peut-être aussi avoir en interview ton ancienne team manageuse dont tu parlais tout à l'heure, pour avoir justement la vision du coach aussi, enfin du coach du manager de team, même si c'est une team amateur, entre guillemets amateur élite. Bah, c'est hyper intéressant de savoir comment elle va guider ses athlètes vers un accompagnement comme ça, au même titre que tu pourrais guider un athlète vers, je sais pas, un nutritionniste par exemple. C'est sûr. C'est vrai qu'il y a beaucoup. Enfin, moi, quand tu vois dans tous les teams pro, effectivement, ça commence à de plus en plus. Il y a des kinés, il y a des médecins, il y a des coachs un peu attitrés au team qui permettent d'accompagner les athlètes. Il y a des managers, mais tu vois pas encore de préparateurs mentaux qui sont là pour assister. Donc, tu vois, moi, je me dis pour effectivement la, la team outdoor, c'est le seul team en vrai qui est sponsorisé, enfin qui est partenaire avec le cabinet de Pierre qui peut accompagner les athlètes et c'est trop bien de voir ça. Et j'espère que ça va mettre en lumière ça dans les teams, même les plus gros teams du monde. Je suis pas sûr qu'il y ait des gars quoi, qui soient disponibles pour les athlètes un peu quand ils veulent quoi. Bah, moi, je pense, alors après, voilà, ça c'est uniquement mon avis. C'est pour des énormes courses où toutes les marques vont se montrer sur des salons et tout, plutôt que de louer un chalet et faire des super photo-shooting. Bon, ils doivent faire ça, c'est du marketing, c'est normal. Mais plutôt que de mettre des masseurs dans tous les sens et tout, tu prends un prep mental pour accompagner tes athlètes sur la plus grosse course de leur saison. Je pense pas que ça soit de l'argent perdu, tu vois. Ouais, carrément. Non, ça c'est sûr. Bah, quand tu vois la densité est de plus en plus folle, la pression médiatique des sponsors est de plus en plus grosse aussi. Quand on voit qu'on a qu'à prendre l'exemple de l'UTMB de l'année dernière, l'hécatombe que c'est au départ, effectivement, tu te dis que physiquement il y a un truc qui cloche, mais toute cette pression avec tous les abandons qu'il y a eu, elle n'y est pas pour rien. Et effectivement, avec quelqu'un qui t'aide à gérer cette pression, ça peut pour moi que être bénéfique, quoi. Bah, c'est clair. Mais en plus, je pense que ça vient aussi du fait que le trail est un sport jeune. Et pour prendre le comparatif avec ton ancien sport, le tennis, en tennis, très très jeune, je pense dès l'âge de 14-15 ans, la pression, tu la connais de très près. Et il n'y a pas les mêmes, il y a pas les mêmes niveaux de pression chez un gamin de 14 ans qui court, même s'il est très fort.
et chez une future pépite du tennis, tu vois. Ouais, carrément. Après, je Euh, pense, comme tu vois, par exemple, il y a des sports comme ça, le tennis ou d'autres sports, il faut à 14 ans, si t'es pas dans les tops français ou mondiaux de ton âge, tu performeras pas. Le trail, tu peux arriver un peu plus tard. hmm. Euh, et ça, c'est vrai que du coup, ça biaise un peu cet accompagnement, tout ce staffing qu'il peut avoir dans d'autres sports qu'on a moins dans le trail, mais ça va arriver. Hein. Moi, enfin, encore une fois, c'est par des podcasts comme ça, par des. Enfin, moi, je me dis, là, j'ai pas. Voilà, en restant humble sur mon niveau et puis voilà ma notoriété, mais je me dis, si un jour j'ai de la notoriété, c'est un truc qu'il faudra mettre en lumière à donf, quoi, de la préparation mentale, le staffing. Mon manager, qui est l'ancien manager du Team Scott, il a une vision aussi un peu comme ça, un peu équipe de cyclistes, parce que on va, moi, je suis persuadé qu'on va commencer à tendre vers des choses comme ça dans le trail dans les années à venir. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur l'exemple du cyclisme. Alors évidemment, on laisse de côté tout ce qui est négatif sur le cyclisme et Oui. tout ce dont on a beaucoup trop parlé déjà et on espère qu'on n'en verra pas trop. Mais c'est sur le côté structuration. Et c'est vrai que beaucoup en parlent et il y en a qui sont pour, contre, enfin, c'est toujours pareil. Il y a du bon, il y a du moins bon, mais normalement, le sport tend à se structurer. Effectivement, se structurer, ça veut dire ben, accompagner ses athlètes pour que eux n'aient qu'à performer, c'est-à-dire qu'ils soient dans la meilleure disposition mentale possible pour performer. Et c'est ça qu'on a du mal à comprendre aussi dans la structuration d'un team ou d'un sport, c'est que c'est pas forcément mal, c'est juste que ton athlète, il n'est pas obligé d'aller faire un deuxième métier. Alors après, on va y revenir, toi, ça va être par choix, mais tu es encore très jeune. Peut-être que quand tu as des femmes et enfants, plus un métier, être athlète de haut niveau, ça n'existe pas. Comment on peut expliquer un amateur, hein, c'est pas un amateur, mais qu'un mec qui bosse à temps plein chez Oka en tant qu'ingénieur, donc c'est comment il fait pour gagner l'UTMB devant des élites qui ont que ça à faire. Ouais. Tu vois, c'est difficilement explicable quand même Après, pour les autres sports. ouais, c'est effectivement, on en avait parlé aussi la dernière fois, c'est difficilement explicable, mais je trouve que c'est aussi la magie de notre Ah, sport. complètement. Mais Et oui, mais c'est le côté moi, romantique après, c'est clair. ça me fait plaisir. Me dire, typiquement, là-dessus, j'ai un peu la même vision que notre ami casquette verte, mais moi, aller pouvoir mettre des PT à des mecs qui sont montagnards et qui sont aller pouvoir les battre à des courses type marathon du Mont-Blanc, des choses comme ça, c'est la magie un peu du sport. Et pareil, d'être sur la même ligne qu'un Kylian Jornet ou un François Den Ah, c'est magique. quand tu as quatre enfants, que tu bosses à Paris, voilà, c'est magique. Et effectivement, je me dis, il faut que les professionnels se staffent, se cadrent, mais moi, j'ai trop envie qu'on garde ça, quoi. Que, on puisse aller couvrir la course au saucisson pour tout le monde, pour tous les athlètes, qu'on n'ait pas de. Voilà, c'est ce qu'il y a dans le cyclisme, jamais tu pourras courir face Ah à. bah après, quand ça s'est structuré à ce niveau-là, mais ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup moins de pratiquants de vélo que de coureurs à pied en Ouais, France, mais pour le coup, le cyclisme, c'est structuré et a généré des sommes folles, donc ils se sont structurés. ouais, bien sûr. On s'est bien écarté du sujet. Pour en revenir à toi, tu m'as dit un truc aussi qui, pour ton âge, est notable, et tu disais, moi, je veux pousser tous les curseurs au max, donc forcément, il faut que je m'entoure de bonnes personnes qui me conviennent. Tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, bah, Pierre, du coup, fait partie de ces personnes-là dans la préparation mentale, mais j'ai eu la chance de très vite tomber sur des personnes euh, très performantes dans leur métier et qui humainement surtout collaient à moi. Moi, je fais beaucoup attention à ça. Je suis un petit gars qui est assez sensible par mon jeune âge, je pense, et puis par ma personnalité. Mais voilà, je suis tombé du coup j'ai eu un premier entraîneur avec qui ça s'est bien passé, parce que ça m'a permis de me structurer. C'était le papa d'un de mes super amis avec qui je cours encore beaucoup. Donc ça m'a fait du bien. Et après, suite à ça, j'ai été en contact avec Adrien Séguré, euh, qui, euh, voilà, qui a accepté de me prendre sous son aile pour me coacher. Et je me suis dit que ça se refusait pas et qu'il fallait que je m'entoure de personnes comme ça, en fait. Et donc, j'ai rencontré Adrien dans la foulée. J'ai pu rencontrer Benjamin Molins, qui était le team manager de chez Scott, qui sont des gens qui m'ont très vite, en fait, humainement beaucoup marqué parce qu'ils étaient à fond dans mon projet. J'ai pas, je suis encore tout jeune, j'ai encore beaucoup de choses à prouver. Je pense que c'est un peu enfin, pour Scott, pour Adrien, pour tous ces gens-là, c'est un peu une pièce qui mise sur moi, quoi. Ils me disent, en vrai, ce gars-là, effectivement, il est très bon maintenant,
mais est-ce qu'il va être encore meilleur et Bah oui, de pouvoir toute façon, tu as 22 ans, donc tu es un potentiel. exactement T'es un potentiel énorme. Après, bah, c'est comme toujours, faut oser. délivrer, quoi. Ouais. Ouais, ouais, exactement. Et puis, et donc, je me suis entouré de Adrien, de Benjamin, qui maintenant a monté sa boîte de manager d'athlètes. Donc, Benjamin, moi, il m'accompagne en fait sur toutes les aspects extra-sportifs de ma carrière. Tu le disais tout à l'heure, mais pour qu'en fait, j'ai que à m'entraîner et qu'à courir l'esprit assez léger. Donc, il gère mes contrats, il gère mon plan de communication, les relations presse, toutes ces choses-là. Et moi, ça me permet en fait d'avoir à penser qu'à m'entraîner avec l'entraînement que Adrien me fait, qui est très précis. On est quand même, c'est très monitoré. On est souvent en échange, on communique beaucoup. Adrien Et Séguré, pour replacer pour les gens qui peut-être ne le connaîtraient pas, qui est le coach de l'équipe de France, enfin le sélectionneur de l'équipe de France de trail actuelle, et qui coach un bon nombre d'athlètes professionnels, dont son épouse Anaïs Roussel, Anise Rousset-Séguré, merci. Mathieu Blanchard, Benjamin Roubiol, coach Pierre-André Anizan. Voilà, oui, c'est de ce lot-là. Donc, c'est des gros moteurs du trail français et mondial. Et puis après, il coach aussi des amateurs. C'est ça qui est assez riche, c'est que il ne s'est pas fermé de porte. Donc, voilà, il n'a pas beaucoup de place effectivement pour ça. Et il s'est orienté vers pas mal d'athlètes élites, mais il coach aussi ça. Et puis, ça lui apprend beaucoup. Et puis, il est vraiment en fait. Je ne veux pas du tout lui jeter des fleurs parce que c'est mon coach, mais il est dans une recherche constante de remise en question, de vouloir voilà, s'élever. Il ne prend rien pour acquis. Il est tout le temps voilà, à vouloir apprendre, à vouloir nous élever, nous, vers du plus haut niveau. Il est parti en stage, tu vois, pendant une semaine au stade toulousain pour voir comment ça se passait dans une des meilleures équipes du monde, top 14, Ah parce que oui. la meilleure équipe est une meilleure équipe du monde en trail. Et moi, c'est des choses où je me dis, je suis bien entouré par des personnes qui humainement sont vraiment collent avec mes valeurs, avec ce que je veux, et puis avec ma personnalité, et puis ils sont très performants. Voilà, et puis bah, voilà, la dernière pièce du puzzle, c'est Pierre Cochat, du coup, qui m'accompagne dans toute la préparation mentale de mes courses, et puis aussi de la côté de toute ma gestion d'athlète en général, de toute l'équilibre que j'ai envie de trouver dans ma vie d'athlète maintenant et puis pour plus tard. Est-ce que tu aurais un exemple ou plusieurs assez précis, après c'est toi qui décides, de quelque chose que tu as travaillé avec Pierre ou que tu as envie de travailler avec Pierre, assez concrètement, sur est-ce que c'est sur une course, est-ce que c'est pour tes entraînements, est-ce que c'est sur la nouvelle pression, entre guillemets, peut-être que tu la ressens pas, parce qu'on n'est pas obligé de ressentir la pression c'est juste un mot, que tu pourrais avoir éventuellement en signant pro chez Scott. Il y a un truc moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est vraiment purement dans la gestion de course. Enfin, il y a même deux choses. Il m'a beaucoup appris, Pierre, c'est une des premières choses sur lesquelles on a travaillé, à segmenter mes courses, mes efforts, pour que ça paraisse vraiment plus facile. Et l'exemple assez marquant, c'était au Minute l'année dernière, où j'ai fait deuxième, où j'ai beaucoup souffert musculairement, c'était très très dur. Et il m'avait beaucoup dit, tu segmentes ta course, t'as pas 42 bornes à faire, tu as d'abord 10 bornes, c'est cette montée-là, c'est machin. Et ça a vite été très dur. Et le fait d'avoir segmenté, enfin vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et j'étais pas du tout dans une spirale négative parce que, en fait, je savais que là, j'allais rebasculer dans un autre état. Et ça m'a beaucoup aidé et je m'en sers beaucoup du coup maintenant pour mes courses. Mais ça peut être tout con, hein, mais de segmenter rien qu'au ravito, des choses comme ça, de pas penser aux kilomètres qui vont passer derrière. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup aidé, c'est le premier exemple. Et puis après, effectivement, dans la gestion aussi de toute cette pression, moi, j'ai pris beaucoup de temps. Là, je suis content parce qu'il y a une semaine, j'ai enfin recouru, je pense, à un niveau qui est le mien. Mais effectivement, depuis que j'ai été en contact avec Scott, que je savais que j'allais signer chez eux, j'ai changé d'entraîneur. Voilà, dans mon travail, ça pouvait être un peu compliqué. Donc, c'était vraiment des choses qui m'ont beaucoup déstabilisé. En fait, il y a eu, je pense, un gros coup de pied dans la fourmilière avec du plus, du moins. Et j'ai toute cette pression aussi que je me suis mis moi-même, mais de signer chez Scott, chez Baou, des choses comme ça. Je voulais bien faire. Et je suis passé à travers de toutes mes courses là, cet été. Je pense que j'étais un peu cramé par la grosse saison que j'avais fait.
Mais même à la Mhm. Saint-Élion encore, je passais un peu à côté. Et ça, c'est quelque chose de pouvoir rien que. Il n'y a pas forcément de choses mises en place, mais de pouvoir en parler avec Pierre, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, mine de rien. Et là, je sens que je cours décontracté maintenant, que plus décontracté que cet été, quoi. Ouais, c'est super intéressant. Si tu peux être plus concret encore sur l'exemple que tu donnes pendant la course, quand c'est très dur, tu dis bah faut segmenter. Ça aussi, c'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu, surtout dans le long évidemment, parce qu'on se lance pas en se disant je vais faire 100 miles et c'est impeccable. Dans la tête, il y a toujours des choses qui se passent. Quand on a mal au 50e, c'est dur dans la tête. Euh, Comment tu fais pour segmenter, pour pas penser? Est-ce que c'est des techniques que tu travailles avec Pierre? Est-ce que c'est des techniques que tu mets en place avec Pierre et pendant les courses? Est-ce que c'est de l'hypnose? Est-ce que tu fais de la méditation? C'est quoi comme... Ouais, depuis récemment, la grosse chose qui est faite, c'est de la visualisation. Et là, du coup, ça va être effectivement, Pierre va me mettre, je pense qu'il en parlera mieux que moi, mais il va me mettre effectivement, moi, ce que je ressens en fait quand il le fait, c'est que ça me met un peu dans un état d'hypnose. J'ai l'impression un peu de me voir d'au-dessus. Et on va dérouler la course, enfin, il va dérouler la course en fait en parlant. Et moi, ça va me mettre dans un état en fait qu'à la fin de la visualisation, j'ai déjà l'impression d'avoir vécu la course. Hmm. Donc voilà. Et donc dans cette visualisation, il y a beaucoup c'est des choses très très précises, hein, très concrètes, d'enfiler tes baskets, d'enlever une couche après l'autre à ton échauffement. Enfin voilà. Mais après, chacun est hyper différent, Hmm. ça dépend du rituel de chacun. De te mettre sur la ligne, à quel endroit tu vas te mettre sur la ligne, à quel moment, comment tu vas partir, tu vas allumer ta frontale. Et en fait, du coup, quand tu es dans la course, dès que tu fais une action, en fait, tu as l'impression de l'avoir déjà vécu. Et du coup, ça te met un peu dans cet état voilà, qu'on recherche beaucoup et on en parle beaucoup en prépa mentale, mais un peu dans cet état de flow euh, qui va te permettre en fait de ne pas avoir passé les kilomètres, quand le soleil se lève, avoir déjà vécu ça et d'être dans un état un peu de grâce, quoi. C'est très agréable en fait d'imaginer ces choses à l'avance et que ça se passe après un peu comme prévu le jour de la course. Et puis je pense que ça permet aussi à ton cerveau d'envoyer des images positives parce que le gros problème dans la préparation mentale en course à pied, dans ce que j'ai vécu, c'est que quand tu te mets dans une spirale négative pour en ressortir, c'est un peu costaud, quoi. Bah oui, c'est ça le truc, c'est que je me fais un peu là l'avocat du diable. Tu fais une visualisation qui est très belle, et tu as mal au bout de 20 minutes de course, ou dès le départ, tu sais que tu n'as pas les jambes, enfin tu sais que tu n'as pas les jambes. En tout cas, à ce moment-là, tu n'as pas les jambes. Comment tu fais justement? Tu te dis, non, c'est pas aujourd'hui que j'ai pas les jambes, c'est juste là maintenant. Peut-être que dans 10 kilomètres, je les aurais retrouvés. Ouais, C'est ça exactement. qui Et est en pas fait, facile. ouais, mais après, du coup, en ayant vu en fait tellement précisément ce que tu vas vivre, que effectivement, là, pendant ces 5 bornes, peut-être que tu n'as pas les jambes, peut-être que effectivement, ce n'est pas comme ce que tu avais vu dans la visualisation. Euh, mais dès que tu arrives à te raccrocher à un moment, par exemple, d'avoir visualisé ton ravito, de comment ça va se passer, tu vis ton ravito, tu ressors du ravito, en fait, c'est différent parce que tu t'es remis dans un mood où j'ai vécu quelque chose que j'avais déjà vu précisément en visualisation. Et donc, ça me remet dans une bonne spirale. Voilà, et après, effectivement, moi, c'est ce que j'ai dit à Pierre après dans le débrief de ma course, par exemple, de la semaine dernière, mais sur la fin, musculairement, ça a été très dur. Euh, et je sais que c'est quelque chose que je veux travailler pour l'éco-trail qui arrive fin mars, c'est de me dire musculairement quand ça va être très, très dur, et j'ai un peu peur de ça, de cette souffrance que je vais avoir. J'ai envie d'avoir cette visualisation très précise, de me dire comment je sors de cette souffrance, quoi, pour m'aider dans ma tête à pouvoir continuer à avancer. Ouais, et du coup, est-ce que tu visualises aussi des choses qui se passeraient mal? Est-ce que tu anticipes par la visualisation des choses qui, ben voilà, j'ai très mal là, il se met à pleuvoir, j'avais prévu 80 grammes de glucides toutes les heures et là j'ai mal au ventre, j'ai rien ingurgité, je suis à 20 grammes. Tu fais aussi ce genre de choses? Tu prépares Ouais. On l'a pas vu en visualisation, tiens, encore avec Pierre. On va le travailler sur l'éco-trail. Parce que on sait que ça va être un format que je connais pas, où il va y avoir beaucoup d'inconnus. Donc effectivement, on peut pas faire une visualisation parce que c'est moins précis. Sur les formats marathon, je commence à avoir de mon jeune âge, mais une petite expérience quand même de comment ça se passe, de mon état. Je me connais quand même pas mal. Donc on va beaucoup le faire sur EcoTrail. Mais ce qu'on avait fait par exemple au Mute, c'était dans cette segmentation qui était assez écrite. Enfin, c'était vraiment de tel kilomètre à tel kilomètre, de faire un peu des plans A, des plans B. Euh, voilà, si par exemple je me fais la cheville dans cette descente, comment ça se passe? Bah, en fait, tu segmentes, bah, si je me fais la cheville, je vais jusqu'au ravito
comme je peux, je me pose au ravito, je prends vraiment le temps de me poser euh, et je fais le point sur la situation. Et en fait, ça te permet de pas arriver au ravito, de pouvoir prendre ton truc, de continuer avec la cheville en vrac, des choses comme ça. Euh, Tu donc on parles est, de l'éco-trail, c'est quel kilomètre? C'est quel kilométrage? c'est 83, je crois. Ah, Ouais. c'est le grand, ouais, ok. Le grand, ouais, ouais. J'ai entendu pas mal de gens qui allaient s'inscrire à l'éco-trail de Paris cette année. Ça va faire un beau plateau, si tout Ouais, le monde est là. il y a toujours beaucoup de monde, ouais. Et je reviens sur ton coach, qui est Adrien Séguré. Il a pris comment le fait que tu t'entoures d'un prépa mental en tant que lui, coach physio, quoi? Lui, il trouve ça hyper chouette. Il a pas, enfin, il est hyper à fond parce que par la chance que j'ai, c'est que c'est pas je suis pas son premier athlète élite. Euh, Enfin, il entraîne quand même dans les meilleurs athlètes du monde qui, eux, sont entourés par des préparateurs mentaux. Donc, il a en quelque sorte l'habitude et lui, il est persuadé que, que c'est un plus. Tu vois, avec Adrien, on parle beaucoup, enfin, il en parle beaucoup, mais pour lui, la notion d'équilibre est très importante. Et il en a déjà pas mal parlé dans des podcasts par rapport bah, à sa vie de famille avec Annelise qui l'entraîne. Voilà, Annelise aussi, c'est très important pour elle, son équilibre. Et il en parle beaucoup. Et du coup, il a quand même une approche un peu prépa mentale. Il n'est pas que en mode tu dois t'entraîner 15 heures par semaine pour faire ça. Moi, quand je lui dis en fait, j'ai envie de passer un week-end un peu plus chill pour voir des copains, c'est le premier à m'aménager mon plan pour me dire en fait Augustin il sera plus performant le lundi s'il est un peu plus allégé, qu'il a pu profiter et s'aérer un peu l'esprit. Donc il est Ouais. hyper à fond, Adrien. Il n'a pas du tout de problème avec ça. Il est persuadé aussi de tu vois, bah, par son stage, par exemple au Stade Toulousain, il a décidé de se staffer un peu plus pour avoir quelqu'un en fait qui analyse nos entraînements. Vraiment, il est dédié à ça. Il va analyser tous nos entraînements et comme ça permet à Adrien d'avoir une vision un peu plus globale et d'avoir quelqu'un qui va vraiment dans les détails chercher, regarder toutes les données de nos entraînements. Donc lui, il est hyper partisan en fait de staff, d'être entouré par une vraie équipe, même lui en tant qu'entraîneur, tu vois. Donc je pense qu'avec ses athlètes, il est à fond pour qu'il fasse pareil. Ah bah c'est hyper bien pour toi. Déjà, ça te met dans une situation hyper confortable parce que ça aussi, ça prouve que cette discipline évolue dans les têtes. Parce qu'on a quand même entendu pas mal de témoignages d'il y a quelques années où le prépa mental n'était pas forcément bien vu par tous les entraîneurs parce que c'était un peu le gourou, quoi. Hmm. C'était le gars à qui l'athlète se confiait et le coach, pardon, le coach principal, entre guillemets, voyait ça un peu d'un mauvais œil comme une concurrence, quoi. Ouais, carrément. Et C'est vrai que je l'avais un peu entendu. Moi, la chance que j'ai avec Pierre, mon préparateur mental, c'est que il entraîne plein d'athlètes dans plein de sports hyper différents. Et ça, c'est trop bien parce qu'en fait, il n'a pas qu'une expertise dans un sport. Et donc, en fait, moi, il est très humblement, quoi. Il y connaît parce qu'il prépare, il fait de la préparation mentale avec d'autres trailers. Mais il me pose beaucoup de questions et ça permet d'aller vraiment dans le détail parce que lui, il veut vraiment comprendre quand il fait une séance de visualisation dans le détail de ce qui se passe. Et ça, c'est hyper riche parce qu'effectivement, du coup, lui, il a une ouverture d'esprit. Euh, Pierre, jamais il me jugera sur mon entraînement, sur ce que je fais, à part s'il arrive, que je suis crevé à la mort et que je lui dis que je veux continuer, que je suis blessé, machin. Là, il interviendra, je pense, mais il a ce regard assez sain de découverte d'un sport en étant hyper professionnel quand même dans ce qu'il fait parce que il entraîne des athlètes de très haut niveau. Mais c'est assez chouette qu'il soit pas, je trouve, que dans le trail parce que ça permet d'avoir une belle ouverture d'esprit. ouais, ouais, bah, c'est un peu ce que tu as dit d'Adrien qui va chercher des infos, enfin des infos, des bonnes pratiques chez les meilleurs d'autres sports, donc dans le rugby, où l'utilisation des datas a explosé depuis 5-10 ans, où il y a une professionnalisation largement au-delà de ce qu'on trouve en trail. Là, c'est pareil, ce que tu dis pour Pierre, c'est génial d'avoir cette approche de plusieurs sports avec différentes contraintes. Et on parlait, bah, par exemple, il m'a parlé de, comment dire, de son expérience avec des voileux, des gens qui font des courses au large, avec la gestion du sommeil notamment. Alors, évidemment, la gestion de l'engagement, elle est importante. Mais là, c'était gestion du sommeil qui pouvait tout de suite mettre en parallèle pour un ultra-trailer qui veut faire la diag, un amateur qui veut faire la diag, il va mettre 40 ou 50 heures, donc 2 nuits dehors. Idem pour la plus grande partie du peloton sur l'UTMB, étant donné qu'on part à 18 heures, on fait forcément 2 nuits dehors dès qu'on va Ouais. passer les 40 heures.
Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant de ce point de Hyper vue-là. riche, tu vois. Même moi, par exemple, pour reprendre l'exemple du sommeil, mais moi qui fais pas encore de nuit dehors dans mes courses, dans ma gestion, tu vois, de mon quotidien, dans mon sommeil, dans les siestes, dans tout ce qui est optimisation de la récupération, parce qu'il serait que focus dans le trail, à entraîner que des gars, bah, il n'aurait pas forcément cette approche-là. Donc ouais, c'est vraiment trop riche. Je suis trop content de pouvoir discuter de plein de sujets qui me parlent de ces voileux qui font des micro-siestes, euh, tant de temps qu'il faut faire, enfin, telle chose si tu te réveilles un peu avant et tout. Enfin, c'est trop trop riche. Ouais, c'est hyper intéressant. Écoute, on arrive gentiment à la fin. J'en ai encore une petite question sur la fixation d'objectifs. Donc, comme tu es un athlète jeune, début de carrière, on a bien compris que tu avais des objectifs ambitieux et je trouve ça très bien. Alors ça, c'est perso. J'aime pas trop les gens qui avancent masqués, qui ont des grosses ambitions personnelles, mais qui disent oui, j'ai juste envie déjà, si je termine, c'est bien. Voilà, mais moi, j'aime bien quand on affiche directement son Ouais, c'est important. ambition, et c'est ton cas. Du coup, comment tu fais pour fixer tes objectifs pour qu'ils soient réalistes Mm. et aussi assez motivants pour te challenger, quoi. Ouais, bah c'est un truc que moi, la première personne avec qui j'en parle, c'est avec Adrien, du coup, quand même pour la planification, Oui, bien sûr. pour pas faire de n'importe quoi dans la gestion de course, dans les formats que j'ai envie de faire. Là, ma volonté, effectivement, moi, c'est d'allonger un peu, mais en restant sur des formats quand même marathon, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Je suis encore tout jeune, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Ouais, il y a encore Donc, un peu de vitesse à chercher, je pense, hein, vu que vraiment, tu n'as pas un passif de pistard non plus. Donc, pas bien sûr. Donc, c'est de faire une saison intelligente. Et dans cet équilibre, là, Adrien, moi, il veut me. En fait, je propose un planning et il me dit c'est une bonne idée, c'est pas une bonne idée. Et là, tu vois, je suis content vraiment de ma saison parce qu'il y a plein de courses avec des objectifs hyper différents. Euh, et moi, c'est des courses qui me donnent envie, mais pour des choses très différentes. Je vais pas à chaque fois pour la même chose. Et ça, pour moi, c'est très riche. Et ben, ça, pour le coup, c'était la première séance de l'année avec Pierre. Et ça, c'est un truc que les préparateurs mentaux font, mais c'est voilà de, de relire tous les objectifs et de mettre des mots sur pourquoi je vais là-bas, quelles sont les raisons, quelles sont mes envies, pourquoi elle vient se positionner là dans la saison. Euh, et en fait, ça permet d'avoir une belle vision globale et dans toute cette préparation mentale des compétitions. euh, En fait, une fois qu'on est sur la ligne, on sait pourquoi on est là. Quand tu vas t'entraîner, tu sais pourquoi tu vas t'entraîner. Moi, l'éco-trail, enfin vraiment, si je pourrais, j'ai envie de claquer des doigts et d'y être, quoi, parce que j'ai trop hâte, parce que c'est une course à domicile. Voilà, c'est pas le cas pour le marathon de Mont-Blanc. Le marathon de Mont-Blanc, c'est voilà, me confronter au meilleur de la discipline euh, sur un niveau mondial. Et moi, c'est vraiment ça qui m'attire. Et ça, on a beaucoup travaillé ça avec Pierre. Et voilà, et puis bah, pour que ce soit des objectifs smart, pour voilà, qu'ils Mhm. soient ça, on le voit beaucoup en prépa mentale, mais pour que ce soit réalisable, que ce soit atteignable, que ça m'anime quand même, qu'il y a un vrai challenge. Et ça, effectivement, moi, c'est quelque chose que j'ai pu. Voilà, j'en discute avec Adrien, il me dit on façonne la saison, et après, la deuxième personne avec qui j'en parle, c'est avec Pierre. Et puis après, voilà, il y a tout cet entourage, forcément, d'envoyer à tes sponsors ton planning de course. Oui, bah ça, Voilà. c'est une fois que c'est réglé entre toi et ton entraîneur, quoi. Exactement. Et donc ça, c'est vrai que c'est chouette. Et puis moi, effectivement, je reviens sur ce que tu as dit, mais sur les ambitions, moi, je, j'étais pas trop comme ça avant, et c'est un des premiers trucs que Pierre m'a dit. Mais il m'a dit, en fait, quand tu es athlète de haut niveau, et de haut niveau ou pas d'ailleurs, hein, je pense, mais c'est important d'avoir de l'ego, en fait. De respecter ton sport, de respecter toi en étant humble, parce qu'il faut être humble surtout dans ce sport-là, voilà, et d'être à ton juste niveau. Mais c'est important en fait voilà, ouais, d'oser. Moi, j'ai pas honte de dire que j'ai envie de gagner les trail à 22 ans. Et voilà, et ça se trouve effectivement, enfin, il y aura des gars plus forts que moi ce jour-là. Il y aura beaucoup de concurrence. Et voilà, et je fais pas ça pour que ce soit facile. Mais ça, c'est vrai que c'est important et c'est un truc qui me fait du bien de travailler ça avec Pierre. Enfin, Pierre, quand je lui dis, ouais, j'aimerais bien gagner l'Ecotrail, il me dit, non, non, mais Gus, tu dis pas ça, tu dis, enfin, je veux gagner l'Ecotrail, quoi. Et c'est pas, je peut-être, machin, je sais pas trop comment ça va se passer. Parce qu'en fait, si tu pars comme ça, pour moi, ça va pas.
Tu peux pas performer en te disant ah bah je peux pas arriver à ce niveau-là. Moi, je suis conscient de mon niveau et en toute humilité, je pense qu'effectivement, si on ne met pas un Thomas Cardin sur l'Ecotrail ou d'autres très très gros Oui, moteurs c'est bouchés, l'épouvantail. exactement en fonction du plateau, ça je ne sais pas du tout, mais en fonction du plateau, j'arrive à me faire une idée assez claire de ce que je pourrais faire. Et voilà, Ouais, donc mais je pense que c'est hyper important et hyper sain. Tu as dit plein de choses là pour conclure, plein de choses ultra importantes. Tu as parlé de l'ego. C'est vrai que le développement personnel a essayé de tuer l'ego depuis 15-20 ans, mais on s'est bien rendu compte que c'était une belle connerie. Essayer d'enfouir son ego, bah, c'est juste essayer d'enfouir une partie de soi. Donc, bah, c'est dommage. La fixation d'objectifs, tu disais, bah oui, si déjà tu es à l'aise avec ta vision des choses et avec ton ego et que t'as pas peur de dire ce que tu vas chercher, après, voilà, il y a des biais culturels. T'es français, t'es né en France, t'es pas né aux États-Unis où on parle enfin, pas de défoncer tout le monde ou d'être le meilleur dès que t'es petit. Donc forcément, déjà, il y a un biais culturel qu'il faut travailler. Et la fixation d'objectifs, bah alors tu disais smart, j'ai eu le temps de regarder pour éviter de dire une connerie, c'est hyper connu, mais on le redit, smart c'est pour spécifique, donc tu fixes un objectif spécifique, donc très clair, mesurable, donc que tu pourras jauger, atteignable dans la mesure du possible, réaliste dans le temps et temporel surtout défini dans le temps. Donc c'est l'acronyme SMART. Et c'est ce que tu fais. Et justement, je pense que c'est hyper important parce que tu peux aussi, quand tu es jeune et fort, et que tu vois un peu l'horizon devant toi en te disant, putain, si je suis à 850 à 22 ans, est-ce que je vais pas aller taper du 900, 920, 930 plus tard? Bah, il faut fixer ces objectifs-là de manière intelligente, c'est-à-dire assez challengeant pour se dépasser mais pas trop non plus pour pas se brûler en un an ou deux et être super triste, c'est un petit mot, mais être cramé en se disant bah finalement je suis nul, j'avais prévu d'être à 900 quotitra à la fin de l'année et je suis à 860, voilà, c'est nul quoi. ouais, bien sûr. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper. Enfin, ce smart-là, et que tu sois en fait à haut niveau ou pas, je pense que moi, j'invite tout le monde à prendre un papier Ah bah oui. au début de sa saison ou même avant, enfin, 2 mois avant une course, en fait, de voilà, pourquoi j'y vais, quels sont mes objectifs. Mais en fait, que ton objectif, ce soit, ça peut être voilà, de terminer cette course. Et même si c'est la course à saucisson du coin, en fait, les gens ils courent tous pour de très belles raisons. Que tu joues devant ou que tu finisses la queue de peloton derrière. Et ça, moi, c'est un super truc, mettre sur le papier. Moi, j'adore prendre mes objectifs, et c'est ce qu'on avait fait avec Pierre, mais en fait, on peut très bien le faire tout seul, et en fait, voilà, lister tous ces pourquoi. euh, et je trouve que du coup, ça anime nos entraînements, en fait, quand il faut aller faire un footing sous la flotte ou une séance très dure. En fait, tu sais pourquoi tu y vas parce que tu as déjà listé toute ton envie profonde que tu vas vraiment chercher au fond de toi. Et puis, en fait, quand c'est dur pendant la course, bah, tu te rappelles tout ça et puis ça te permet de vraiment d'avancer. C'est ça que je trouve trop riche dans la prépa mentale, c'est que tu sois amateur ou élite, ça te permet en fait de trouver ouais, cet équilibre dans son sport. Moi, ça me permet vraiment aussi de trouver mon équilibre dans ma vie d'à côté, avec ma fiancée, avec mes amis, avec mon travail, avec tout ça. Et en fait, ça, que tu sois élite ou amateur, on a tous les mêmes problèmes euh, que de travail, d'enfants pour ceux qui en ont. Et ça, pour moi, c'est pour ça que il faut pas se dire, je suis pas élite, je peux pas avoir un préparateur mental. Pour moi, enfin, c'est let's go, quoi. Il faut faire ça le plus vite possible, quoi. Donc, c'est trop bien, encore une fois, de mettre en lumière ça dans notre pratique et dans les autres pratiques aussi de tous les autres sports. Ouais, bah écoute, pas grand-chose à ajouter, Augustin, encore merci. Est-ce que tu nous as parlé de l'Eco-Trail fin mars? La suite des hostilités pour toi, c'est quoi? Ouais, ça va être l'Alsace Grand Est by UTMB sur le format 50K. Pour aller chercher des points? Ouais, on va chercher une qualif OCC pour 2026. Ok. C'est toujours un bon niveau et puis c'est un parcours assez roulant, donc ça me correspond bien. Et après, ça va être marathon du Mont Blanc. Euh, ça c'est un peu mon objectif de l'année. Et après, je serai à Wildstrubel by UTMB, pareil, pour avoir une. Ça va dépendre de comment se passe l'Alsace, mais pour une deuxième chance de qualif. Et puis après, la Saint-Élion, si tout se passe bien sur l'Eco-Trail. Voilà, sur la Saint-Élion, on le sait, mais c'est un peu la cerise sur le gâteau. Sur, De sur le Wish Rebel, ça sera le kilométrage, tu fais quoi?
c'est 50 et je crois qu'il y a 58 et 3000. Donc c'est Ok, plus montagnard. Ça arrive en fin de saison. Moi, je pourrais passer plus de temps l'été là, à la montagne pour faire des gros stages là-bas. Donc c'est aussi des formats vers lesquels j'ai envie de tendre quand même, des formats un peu montagnards. ok. Et la Saint-Élion, ça sera sur le 80? Ouais, exactement. Ouais. Ouais. Comme c'est le même temps d'effort qu'à peu près l'Eco-Trail, je me dis que c'est un bon. L'Eco-Trail est un bon test et puis ça me permet de bien finir la saison avec un gros plateau. Et puis après, tout dépendra aussi de mon état de fatigue. Et j'irai C'est pas. ce que j'allais dire. Ouais. Parce Pour que tous c'est. les athlètes, c'est toujours pareil. La Saint-Élion, c'est toujours entre guillemets, entre gros guillemets, parce que bah, ça dépend de comment on est cramé ou pas, quoi. Ouais, bien sûr. Et enfin, en vrai, quand je vois, il y en a un qui l'a fait cette année, Baptiste, Chassaigne, qui a fixé. Enfin, c'est son objectif. Moi, Il a attendre souffert. décembre pour avoir mon deuxième objectif et que si ça se passe mal, tu te dis, putain, ta saison. Il a eu la chance parce qu'il a fait un très très bel UTMB, qu'il a avec une trop belle deuxième place, mais en fait, tu te dis derrière, t'as encore une cartouche, tu te foires. Ta saison est réussie, mais c'est un peu en demi-teinte, quoi. Donc moi, j'ai pas envie de ça. Et puis effectivement, la fin de saison, on est tous cramés au possible, donc il faut faire gaffe à ça, je pense. C'est parfait, Augustin. Je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Je te Plaisir. souhaite une très très belle année. En tout cas, tu as tout structuré pour et avec ton jeune âge, encore une fois, c'est assez impressionnant. C'est carré, c'est propre. Bravo, félicitations. Merci encore de mettre en lumière la préparation mentale et puis de m'inviter aussi dans ton podcast voilà, à 22 ans. J'étais très touché voilà, de ton message et puis de ta proposition. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir parler de ça. Voilà, et puis si je peux être un peu le messager de tous les jeunes qui veulent essayer de performer dans ce sport, moi, ça peut me faire que plaisir. Donc c'était avec une grande, grande joie. Eh ben c'est top. Écoute, on te suit sur l'Eco Trail fin mars. J'espère que tu vas cartonner. Yes, Allez, ciao Augustin. ça va, et merci beaucoup. Cet épisode touche à sa fin. J'espère sincèrement que celui-ci vous a inspiré ou même apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, n'hésitez pas à me contacter via mes différents canaux, tous renseignés en description de cet épisode. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et retrouvez-nous sur Instagram pour suivre l'actualité du podcast et être acteur de son évolution. A très vite dans un prochain épisode d'Ultra Mental.